Hello hello, bienvenue dans Famille et Voyage, le podcast. Le podcast qui donne envie aux parents de faire leurs valises, même quand les enfants râlent qu'il faut trimballer toute la maison et qu'on se demande encore pourquoi on ne s'est pas contenté d'un club avec mini disco. Ici on parle voyage en famille avec de vrais parents qui prouvent chaque semaine que oui, même petits, les enfants en profitent et s'en souviennent, et que non, on n'est pas fou de les emmener à l'autre bout du monde ou à 2 heures de chez nous, c'est bien aussi. Moi, c'est Stéphanie, maman de 2 grands ados, donc j'ai survécu aux crises dans l'avion, aux sandwichs oubliés dans le sac à dos, et oh, j'en ai marre de marcher, quand est-ce qu'on s'arrête ? Et malgré tout ça, j'adore voyager en famille. Tout le mois d'août, je vous propose une série spéciale été. Un épisode par jour, rien que ça, basé sur mes articles du blog Famille et Voyage, avec un petit coup de pouce de l'IA grâce à LM Notebook. Oui, même les robots aiment les vacances en famille. Cette semaine, direction le Japon, un voyage intense, riche et un peu fou entre Tokyo, Kawaguchiko, Nakatsugawa, Kyoto, Osaka, Miyajima, les plages de la péninsule d'Izu et même les Alpes japonaises avec Takayama. Un concentré de temples, de ramen, de trains ultra ponctuels et de petites galères bien nippones, évidemment. Alors si ça vous plaît, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou votre appli préférée. Et parlez-en autour de vous, à votre cousine, votre voisine ou ce pote qui pense qu'avec des enfants, on peut plus rien faire. Un grand merci à tous ceux qui le font, vraiment, ça aide le podcast à grandir et à faire voyager encore plus de familles. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue. Alors, après notre exploration de l'effervescence de Tokyo la dernière fois, on change radicalement de décor et de rythme aujourd'hui. Direction Kawaguchiko, juste au pied du mont Fuji. Oui, un grand bol d'air en perspective. C'est ça. Et pour nous guider, on s'appuie principalement sur un récit du blog Famille et Voyage. C'est un carnet de bord qui cherche à inspirer les parents voyageurs. Tout à fait. Et même ceux qui hésitent parfois à voyager avec des enfants sous prétexte qu'ils sont trop jeunes, etc. Exactement. Donc là, on va suivre leur expérience à Kawaguchiko, une étape très nature après 5 jours assez denses dans la capitale. L'idée, c'est de voir ce qui attire une famille là-bas, comment ça se passe concrètement. Bon, on se lance ? Allez, c'est parti. On quitte les gratte-ciel pour le volcan emblématique. On va essayer de décortiquer un peu les aspects pratiques, les bons plans, les galères peut-être aussi, tels que rapportés dans ce carnet de voyage. Comprendre ce passage de l'urbain au naturel. Justement, première question. Pourquoi Kawaguchiko ? On entend souvent parler d'Hakone aussi pour voir le Fuji. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance d'après la source ? Alors, le blog met en avant plusieurs raisons. D'abord, une accessibilité qui leur a semblé plus simple depuis Tokyo. Ensuite, une atmosphère perçue comme plus authentique, peut-être un peu moins touristique de masse qu'Hakone. Et puis, la facilité pour bouger sur place avec les bus locaux. D'accord. C'était vraiment une recherche de calme après l'agitation, quoi. C'est ça. Une vraie parenthèse nature après le rythme trépidant de Tokyo. Et pour le trajet depuis Tokyo, comment ils s'y sont pris ? C'était simple ? Oui, apparemment le plus direct, c'est le bus. Ils l'ont pris depuis la grande gare routière de Shinjuku. C'est un trajet d'environ 2 heures, si tout roule bien, jusqu'à la gare de Kawaguchiko. 2 heures, ça va, c'est raisonnable. Oui, et une fois là-bas, il y a ce fameux pass de bus touristique, mais petite nuance dans le récit. Ah, c'est pas toujours le bon plan. Disons que le blog suggère que ce n'est rentable que si on prévoit de faire beaucoup de trajets. Dans leur cas, avec un usage plus modéré, ils ont calculé qu'ils auraient dépensé moins en payant chaque ticket à l'unité. D'accord, c'est bon à savoir ça. Faut évaluer son propre programme avant de se jeter sur les passes. Exactement, un bon rappel. Bon, l'attraction numéro 1 à Kawaguchiko, c'est lui, le mont Fuji. Mais le voir, c'est une autre paire de manches, non ? Oui, alors ça, la source insiste beaucoup là-dessus, c'est vraiment pas garanti. La météo est reine. Il y a même cette anecdote assez drôle, parlante, à l'office de tourisme. Dehors, grand beau soleil, Oui. Mais sur l'écran qui montre la webcam du Fuji, rien. Un ciel tout gris, le sommet complètement dans les nuages. Ah, la frustration. Donc il faut de la patience. Et de la chance. C'est exactement ça, patience et chance. Et alors, la famille, ils ont eu de la chance, finalement. Ils ont trouvé un bon spot. Oui, leur meilleur point de vue, ça a été à l'arrêt de bus numéro 20. Apparemment, c'était une vraie carte postale. Le Fuji en arrière-plan, avec des tournesols ou de la lavande devant, selon la saison. Magnifique. Superbe. Mais, car il y a un mais, même là, le spectacle peut être très bref. Le sommet s'est recaché derrière les nuages en moins d'1 heure après leur arrivée. Ça change très très vite. Incroyable. Et ils ont testé d'autres endroits ? Oui, il mentionne l'arrêt 15, mais là c'était moins concluant à cause de la pluie qui s'était invitée. Et il confirme aussi une info qui circule pas mal. Laquelle ? Le fameux spot photo devant le petit magasin Lawson, très populaire sur Instagram. Ah oui, je vois lequel.
C'est fini. Il y a maintenant une grande bâche noire qui bloque la vue. Apparemment, c'était devenu ingérable avec l'afflux de touristes et les problèmes de sécurité pour la circulation. Ah, d'accord. Ça montre aussi comment les lieux très prisés doivent s'adapter, parfois de manière un peu radicale. Tout à fait. L'impact du tourisme. Donc, si le Fuji boude, qu'est-ce qu'on fait? Comment on profite quand même? La source donne des pistes, niveau nourriture par exemple. Ah oui, heureusement. L'expérience locale prend le relais. Et côté papille, le blog recommande 2 adresses. D'abord, Fuji Tempura Idaten. Comme son nom l'indique, c'est spécialisé dans les tempura, ces beignets légers japonais. Le truc sympa, c'est qu'ils sont préparés devant toi, frits à la minute. Ah, ça c'est chouette. Fraîcheur garantie? Oui, par contre, revers de la médaille, il peut y avoir pas mal d'attentes, apparemment. Faut être patient. D'accord. Et la deuxième adresse? C'est Fudo Shaya Oto. Là, c'est pour goûter une spécialité locale, les Oto Udon. Ce sont des nouilles de blé, mais plates et très épaisses, servies dans un bouillon miso bien riche avec plein de légumes. Ça a l'air réconfortant ça. Oui, en plat d'hiver à la base, mais servi toute l'année. Et apparemment, c'est tellement copieux qu'un seul bol peut suffire pour 2 personnes. Ou du moins, c'est ce que suggère le blog. À partager peut-être. Bon plan pour les familles ça. Et niveau logement, ils ont joué la carte l'immersion culturelle. Carrément. Ils ont choisi un ryokan, donc une auberge traditionnelle japonaise qui s'appelle Nishibiyasu. Là, c'est tatami au sol et on dort sur des futons. L'expérience classique. Confortable. Alors, mitigé selon le récit, l'autrice parle d'un oreiller un peu trop dur à son goût, genre rempli de petites billes ou de graines. Ah oui, les oreillers traditionnels, parfois c'est spécial. Voilà. Et réveil matinal assuré parce qu'il n'y avait pas de rideau vraiment occultant. Mais bon, ça fait partie du charme, on va dire. J'imagine. Mais il y avait sûrement des compensations. Le fameux onsen, peut-être? Ah, exactement. Le onsen, le bain thermal japonais. Non mixte, hein, et on s'y baigne nu après s'être lavé méticuleusement. C'est décrit comme un vrai moment de détente absolue. En plus, l'autrice raconte qu'elle a eu la chance d'être toute seule dans le bain lors de son passage. Donc, sérénité maximale. Et autre petit moment sympa, une balade le soir un peu improvisée qui les a menés au temple Fuji Omuro Sengen. Il était complètement désert, silencieux, ça crée une atmosphère assez magique, mémorable. Et il y a aussi l'incontournable, la pagode Shureito. Il faut y aller. Oui, c'est un peu le passage obligé, on dirait. Faut grimper, attention, il y a environ 330 marches. Ah oui, quand même. Faut être motivé. Un petit effort. Mais en haut, il y a cette fameuse pagode rouge à 5 étages. C'est vraiment l'image d'Épinal du Japon, avec le mont Fuji en arrière-plan enfin, quand il est visible. Et pour eux, il était visible. Non, justement. Le sommet était encore caché par les nuages lors de leur visite. Mais malgré ça, ils disent que ça valait vraiment le coup. Le site en lui-même est beau, et comme il n'y avait pas trop de monde ce jour-là, c'était agréable. D'accord. Donc même sans la vue parfaite, l'expérience est positive. C'est ça. Le blog note juste qu'il faut penser un peu à la logistique si on y va avec des bagages, car il n'y a pas de consigne tout près, il faut s'organiser un peu. Logique. Alors, au final, si on fait le bilan de cette étape à Kawaguchiko pour cette famille, c'était une réussite. Oui, globalement, une étape réussie. Malgré la météo capricieuse pour le Fuji et malgré le sentiment qu'une nuit de plus, donc 2 nuits au total, ça aurait été mieux. Pour faire quoi de plus, ouais? Pour explorer un peu plus tranquillement, peut-être louer des vélos pour faire le tour du lac, prendre le téléphérique, des choses qu'ils n'ont pas eu le temps de faire. Mais le point vraiment important qui ressort du récit, et c'est sûrement très parlant pour le public cible du blog Famille et Voyage, c'est l'apprentissage du lâcher-prise. C'est-à-dire? Accepter que tout ne se passe pas exactement comme prévu, que la météo peut changer les plans, que le Fuji peut rester caché. Accepter les imprévus, quoi, c'est une leçon précieuse en voyage et peut-être encore plus quand on est avec des enfants. C'est une belle conclusion. En résumé, donc, Kawaguchiko, à travers ce regard familial, ça apparaît comme une vraie respiration après l'agitation de Tokyo. C'est un mélange entre cette quête un peu aléatoire des vues sur le mont Fuji, des expériences culturelles fortes comme le ryokan, le onsen, la nourriture locale, Tout à fait. et puis la beauté de sites iconiques comme la pagode Shureito. Une destination où, clairement, la nature impose son rythme et invite à être flexible. C'est exactement ça. Une belle étape de transition. Parfait. Eh bien, la prochaine fois, on continue de suivre cette famille, on les retrouvera à Nakatsugawa. Ah, la vallée de Kisso. Oui, pour une randonnée sur un tronçon de la Nakasendo, l'ancienne route des samouraïs. Un autre type d'immersion dans le Japon plus traditionnel et rural. Ça promet d'être intéressant aussi.
Voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez envie de retrouver toutes les infos de cet épisode, c'est simple, rendez-vous sur familleetvoyage.com. Oui, je sais, je radote, mais vous commencez à me connaître. Abonnez-vous, laissez une note, un petit mot ou envoyez cet épisode à un parent qui pense encore que voyager en famille, c'est un parcours du combattant. Alors oui, bon, parfois c'est vrai, mais c'est aussi tellement chouette. Si vous avez envie de papoter voyage, de poser une question, de proposer une destination ou un invité, retrouvez-moi sur Instagram à Famille et Voyage avec un S. Je réponds toujours avec plaisir. Sauf quand je suis dans l'eau, là, faut attendre un petit peu. À très vite pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et surtout, créez-vous de chouettes souvenirs en famille.